Avec Valérie Le Guern-Gilbert, nous partons à la rencontre d'une dynastie indissociable de la cuisine française, la marque Mauviel 1830. Ce fabricant d'ustensiles équipe petites et grandes cuisines depuis 7 générations. Dans cette magnifique maison patrimoniale, les savoir-faire sont à la croisée de l'artisanat et de l'industrie. En visionnaire, Valérie, issue de la 7e génération de dirigeants, a très vite compris que l'entreprise ne survivrait pas sans évoluer. Elle a su impulser les changements stratégiques qui lui ont permis de conserver les valeurs phares de qualité et de Made in France. Comment faire pour innover tout en respectant ce qui a été construit par les générations précédentes ? Comment trouver sa place dans un milieu industriel et masculin quand on est une femme et a fortiori une fille de ? Valérie partage avec nous son parcours, sa passion et sa volonté farouche de donner un avenir à l'entreprise fondée par ses aïeux. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire dans l'appli Apple Podcast. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Valérie Le Guern-Gilbert dans Girls in Food. Bonjour Valérie Le Guern-Gilbert. Bonjour Anne. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, Valérie Le Guern-Gilbert, je suis la présidente de Mauviel 1830 et je représente aussi, c'est important, la 7e génération puisque la société est toujours familiale. Petit retour en arrière, quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant ? Alors, ma mère est une excellente cuisinière, elle travaille pas, mais... Et donc, capitale parce que c'était vraiment les repas de famille, quoi, matin, midi et soir, et puis quelqu'un qui sait extrêmement bien cuisiner. Et est-ce qu'il y avait un plat du dimanche particulier ? Alors, il y en a plusieurs, parce qu'en plus, ma mère mélange beaucoup, je dirais, la cuisine française, mais aussi, de par l'histoire de mon père, qui a vécu au Maroc, donc aussi beaucoup de plats méditerranéens. Mais j'en prendrai un qu'on voit pratiquement plus et qui est un plat autour de la langue de bœuf. Et c'est quelque chose que même dans des brasseries traditionnelles, on trouve plus tellement. Donc, je dirais ce plat-là. Oui. D'accord. Et donc vous êtes né dans une famille qui avait cette belle maison Mauviel. Est-ce que vous aviez quand même un rêve de métier quand vous étiez enfant ? Celui que je fais aujourd'hui. D'accord. c'est pas très compliqué et c'est une extrême chance aussi. Hein. Ouais. Mais j'ai toujours voulu faire ce que je fais aujourd'hui. Quel a été votre tout premier job ? Est-ce que vous avez quand même exercé en dehors de J'ai fait une école de commerce qui a fait que ma 3e année, je travaillais, j'avais cours le week-end. Donc j'ai travaillé chez Rank Xerox à la Défense pendant 1 an, service événementiel, et après je suis partie à Londres, pareil dans le groupe Rank Xerox, événementiel, marketing communication. J'aurais continué et puis en fait je suis rentrée et donc j'ai vraiment intégré la société en fait très rapidement. À ma demande, mais oui, à ma demande. Donc en 1992. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie en fait de revenir dans l'entreprise familiale ? Alors pour une histoire personnelle, j'ai rencontré à l'époque mon ex-mari et donc je suis rentrée un peu plus tôt. Et puis comme je vous le disais juste avant, j'ai toujours voulu faire ce que je fais aujourd'hui. Donc mes études ont été faites en fonction de ça. Donc voilà, D'accord. j'ai fait 2 années préparatoires, une école de commerce. Après, je suis partie volontairement à Londres parce que je voulais apprendre l'anglais et le parler couramment puisque la société faisait déjà à l'époque 50% à l'export. Donc, je savais qu'il fallait je parle anglais. Important. Donc, j'ai vraiment fait tout mon parcours pour cet objectif, voilà. Envie d'intégrer. Voilà. D'accord. Donc j'aurais peut-être continué, mais à mon avis peut-être pas très longtemps dans une autre société. Mais tout était déjà calé dans ma tête. Je veux dire, comme c'est une entreprise familiale, j'y étais aussi même avant. Aller voir mon père, aller déambuler dans l'usine. Donc, il y a déjà énormément de choses que j'avais en tête pour. Et quand je dis j'ai demandé, mon père m'a pas spécifiquement demandé de venir. D'accord. C'est moi qui. C'était votre envie. Voilà. Et alors inconsciemment il le souhaitait, je pense, mais donc j'avais aussi déjà ma ligne directrice chez Mauviel. Donc c'est vraiment des raisons personnelles là qui m'ont fait accélérer.
moi j'aurais souhaité rester encore à Londres, peut-être bon, peut-être 2-3 ans de plus, vous voyez, je sais pas. Bon, mais en tous les cas, l'objectif était Mais là. ça n'aurait pas changé effectivement la suite des choses. Non. Et quel est votre rapport avec le milieu de la gastronomie, le domaine culinaire? Parce que bon, bien sûr, vous travaillez étroitement avec ce secteur-là, mais est-ce que à titre personnel, vous aviez, c'était une passion? Est-ce que c'était un centre d'intérêt pour vous? Quand j'ai toujours souhaité intégrer Mauviel et les premières années, donc en 92, on va dire jusqu'en 2000. Moi, j'ai repris donc la société en 2006. J'ai remplacé mon père et mon oncle, qui est mon père. Mon oncle est un Mauviel. Je suis Mauviel du côté de ma mère. D'accord. Donc c'est pour ça que je porte pas le nom Mauviel. Mais pour moi, c'était d'abord plusieurs années d'industriel, de fabricant. Oui. Donc ma volonté, mon envie de l'intégrer, c'était vraiment pérenniser les savoir-faire et tout faire pour continuer à fabriquer en France. Donc c'était vraiment ça. On a toujours été sur le milieu du professionnel à plus de 80%, jusqu'en 2004 à peu près, même avant. Dans les années jusqu'aux années 2000, on faisait 80% vers le professionnel. Mais on ne travaillait pas du tout directement avec les chefs. On ne travaillait que via des revendeurs. D'accord. Et ensuite, nos produits n'étaient même pas poinçonnés Mauviel. C'est fou ça. Nos produits sont poinçonnés Mauviel que depuis 2006. Donc c'est quand même... Donc depuis que vous avez repris en fait. Voilà, j'ai travaillé officiellement. Avant. Vous avez repris la tête de l'entreprise. Tant qu'on était 80% destiné vers le professionnel, on ne poinçonnait jamais Mauviel. Tout était poinçonné au nom des clients, des revendeurs. D'accord. Et on vendait même nos produits sous sac plastique. Donc c'est vrai que on est vieux et en même temps on est jeune dans certaines catégories et évolutions. Donc en fait, comme moi j'ai intégré la société en 92, on a pour autant commencé à faire le salon équipe hôtel, etc. Mais pour être honnête, c'est un milieu qui ne m'intéressait pas vraiment à l'époque. D'accord. Parce que je pense que le milieu de la gastronomie à l'époque, c'était vraiment les chefs avaient une appétence aux ustensiles de cuisson, mais alors de façon, je dirais innée, mais pas vraiment liée à une marque ou bon. D'accord, oui. En tous les cas, c'est un milieu, moi, que j'ai absolument pas. Il faut savoir que moi, personnellement, jusqu'en 2013, je ne connaissais pas un chef. Ok. Voilà. Mais je savais pour autant, et c'est pourquoi les chefs achètent nos produits. Maintenant, c'est beaucoup plus développé et structuré. Mais si nos produits étaient achetés par les chefs, c'est pas simplement parce qu'ils étaient jolis, c'est vraiment parce que l'ustensile de cuisson fait partie intégrante de la cuisine. Ce qui est toujours à développer, à faire comprendre. Qu'on y d'ailleurs. Mais et donc en fait moi j'étais plutôt côté fabrication, production, même si j'ai jamais vraiment géré la production. Moi j'ai été marketing et tout, mais j'ai été plutôt à développer parce que c'est ce qui s'est passé. Pour des raisons on va dire de survie de la société à rester fabricant en France, de s'orienter vers le marché du grand public. D'accord. Donc à l'export, on y était déjà. Donc moi je gère notre marché américain qui est notre plus gros marché depuis 1992. Donc vous voyez, c'est vraiment c'est votre mon marché historique. Et ensuite le marketing qu'il fallait aussi développer. Ouais. Moi mon père était un technicien, vraiment alors lui production, machine, mais moi je suis amoureuse des process, des savoir-faire. Par contre, je sais pas réparer une machine. Donc voilà. Mais et on a commencé, donc on a pris ce tournant majeur de s'orienter vers le grand public. Et c'est là, et c'est en 2012-2013, comme je voyageais beaucoup. Bon, ça reprendra. Sûrement, je me suis rendu compte que du retour des chefs sur l'importance des ustensiles de cuisson, quand t'es de qualité dans les cuisines. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une frustration déjà depuis quelques années de pas connaître du tout ce milieu, en fait, personnellement et directement. Et c'est pour ça qu'en 2013, j'ai décidé vraiment de réattaquer le marché du professionnel en devenant partenaire de Goemio, Bocuse d'Or, Omnivore, tout ce qui pouvait exister, et avec des gens qui souhaitaient aussi avoir des partenaires de qualité aussi, avec dans une démarche commune. Voilà. Et c'est comme ça que moi je me suis mise vraiment dans le marché de la gastronomie, je dirais professionnelle, la cuisine, plus le food, dedans. Vous voyez, plus ce qu'il y a dans l'ustensile de cuisson. Oui, bien sûr. Voilà. Et j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur vos produits.
pour moi, vous êtes à la croisée de l'artisanat, de la gastronomie, mais aussi quelque part un peu du patrimoine. Comment est-ce que vous définiriez Mauviel ? Moi, je dis toujours qu'on est industriel artisan ou artisan industriel, mais on est les deux. Dédié à la conservation des savoir-faire, aussi bien les savoir-faire, on va dire de la dinanderie, donc la fabrication d'ustensiles, que les savoir-faire de la gastronomie. D'accord. Et on est le réétameur, par exemple, de la cuisine de l'Élysée. Oui. Et en fait, en vous disant ça, moi, je me suis rendu compte quand Guillaume Gomez m'a demandé de réétamer les produits, puisqu'il avait plus de réétameur, puisqu'on est le dernier réétameur avec un procédé traditionnel. On est aussi garant de la sauvegarde du patrimoine gastronomique français. Tout à fait. Donc c'est pour ça, c'est industriel artisan, parce que on doit être plus industriel tout le temps, parce que on développe des marchés, etc., mais tout en respectant des critères précis de fabrication et de qualité, mais aussi artisan, parce que on a encore des chaudronniers, donc là on parle de dinandier, hein, nous on est issus de la dinanderie, le travail des métaux, et on a encore des artisans qui travaillent les produits à la main, entièrement à la main, etc. Ouais. Et on a des savoir-faire qui ne sont plus non plus transmis via des écoles. Donc votre rôle, c'est de les préserver aussi. Exactement. Donc c'est vraiment les deux. C'est pour ça, c'est industriel, artisan, artisan, industriel, parce que industriel, c'est une nécessité aussi dans le développement de la société, mais c'est aussi mon devoir d'être garant des savoir-faire dont j'ai hérité, hein, donc des 6 générations d'avant, pour le futur, mais en même temps, en préservant ces savoir-faire, on garantit aussi la sauvegarde du patrimoine gastronomique français via les ustensiles, mais aussi via les ustensiles, ce sont aussi des recettes qui se font aussi spécifiquement dans des ustensiles. Ouais. Vous l'avez dit, vous êtes la 7e génération à la tête de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu pour nous sur le passage de flambeau? Donc vous avez travaillé finalement pendant une dizaine d'années avec la génération précédente avant de reprendre complètement les rênes. Comment s'est passée cette période, vous qui veniez finalement avec vos expériences d'école de commerce à Londres, etc., puis d'une autre entreprise finalement, comment ça s'est passé cette période de transitoire? Alors, je pense que quand vous travaillez dans une entreprise familiale, c'est pas spécifiquement des fois le backstage qu'on a ou l'expérience que l'on a d'avant et d'où on vient. Après, c'est comment on arrive à travailler avec la famille. C'est le point majeur et le challenge. Après, vient quand même aussi s'ajouter que je suis une fille. Donc ça, on va y revenir aussi, oui. Donc c'est beaucoup d'éléments qui font que ça s'est bien passé, mais il faut vraiment être investi. Je veux dire, reprendre une société familiale, faut pas que ce soit imposé. Faut vraiment que ce soit un choix, parce que c'est quand même beaucoup de challenges, beaucoup d'étapes à traverser pour pouvoir aussi préserver la famille. En tous les cas, que le business ne soit pas au détriment de la famille. J'ai failli à plusieurs reprises des fois la quitter si ça allait trop loin au détriment de la famille. Voilà, dans les grandes lignes, ça s'est bien passé, parce que quand vous travaillez dans une entreprise familiale et avec autant de générations, chaque génération souhaite vouloir la transmettre. Donc après, c'est plus ou moins verbalisé ou pas, mais chacun a au fond de soi l'envie de la transmettre, comme moi j'ai envie de la transmettre à la 8e. Mais c'est pas juste un vœu de transmettre une société, il faut aussi, voilà, c'est lié à des capacités, etc. Et il est vrai que mon père étant vraiment, parce que c'est vraiment mon père hein, qui a géré, je dirais, industriellement la société en prod. Mon oncle était plutôt sur la partie logistique, et mon père était aussi au commercial. Donc il est vrai que je crois que c'est toute, mais même dans n'importe quel, même dans des familles, c'est générationnel. Mon fils aîné est déjà dans la société. J'ai plus d'écoute et beaucoup plus sûrement de patience que avait mon père, mais des fois il faut être à l'écoute des choses qui des fois on n'a pas envie d'entendre parce que ils amènent des petites choses nouvelles. Mais justement, j'aimerais bien parler des choses que vous avez impulsées. Donc quand vous êtes arrivé dans la société au début des années 90, il y a eu
gros challenge, c'est l'ouverture au marché du grand public, qui est un axe stratégique très très fort pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que c'est né, comment est-ce que vous avez repéré déjà cette opportunité? Alors moi, quand j'ai intégré la société, donc j'ai vraiment amené ce qui est marketing et aussi informatique. Voilà. C'est deux choses vraiment qui étaient un petit peu dans la société, mais dont mon père et mon oncle étaient absolument pas. Ouais. Donc même si on a été quelques années vraiment encore sur le pro, il y avait un minimum quand même de marketing et aussi d'informatique. C'était le début. C'est pas c'est étonnant de dire ça, mais non, ça paraît tellement maintenant évident. Mais bon, moi j'ai connu les téléx, les fax, voilà. Et en fait, ça nous a pris 2 minutes et avec mon père, ça a été une décision collective. C'est que, maintenant, peut-être presque 30 ans, vous voyez, il y a eu le développement de l'Asie, le développement de produits fabriqués en Asie à moindre prix, et en même temps, le professionnel commençait à développer des restaurants, des hôtels avec des vraies identités, avec donc des investissements très lourds dans l'achat d'une adresse, de la décoration, etc. Donc je vous le fais simple et géographique. La cuisine devenait le dernier budget. Donc de moins en moins d'hôtels avaient les budgets pour acheter nos produits qui étaient quand même à un certain prix. Ouais. Donc on avait 2 options. Soit on restait sur le marché du professionnel, mais je pense qu'aujourd'hui peut-être qu'on n'existerait même plus. Ou sinon, de toute façon, on serait devenu importateur de produits beaucoup moins chers, donc plus fabricant. Et donc, en 2 secondes chrono, on veut rester fabricant et à Villedieu, en France, et on ne veut jamais changer la qualité de nos produits. Donc, on doit changer de marché. Ouais. Et au même moment, c'était avec le début d'un salon comme Maison et Objets, parce qu'on a commencé à le faire à ce moment-là, c'était plutôt un particulier qui, lui, était intéressé de plus en plus par des produits de qualité professionnelle. Ouais, alors on l'avait un peu à l'étranger, mais voilà. Et puis en France, a commencé à ce moment-là, plus ou moins, le développement des émissions de cuisine. C'est assez récent tout ça aussi. Oui, bien sûr. Donc en finale, en 10 ans, on a basculé 80% grand public. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Et les 20% de chefs qu'on a gardés, professionnels, c'est des chefs comme Alain Ducasse, vous voyez, des chefs qui ont jamais eu des budgets qui savent que c'est et qui important. De toute façon ont toujours su que c'était important. Voilà. Ouais. Donc jusqu'en 2004, voilà, ça a été toute cette transformation. 2004, on arrivait un peu aux limites du système, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, nos produits étaient encore sous sac plastique, pas poinçonnés Mauviel. Et mon père et mon oncle, les budgets marketing, c'est pas du tout. Ça leur parlait pas. Ça leur parlait pas. Donc on arrivait un peu aux limites. Donc comme moi, quand j'ai repris en 2006, l'accélération première et évidente a été d'investir massivement dans des budgets marketing, et on avait même embauché un directeur marketing. Et sur ce switch aussi, sur cette prise de conscience en fait que c'était soit pour maintenir la qualité et la production en France, et donc les produits allaient être avaient un certain prix, versus l'idée de délocaliser la production. Comment vous avez fait ce choix de se dire non, c'est sûr, on veut rester fabricant Parce que Mauviel, comme d'autres sociétés familiales et multigénérationnelles, on est des flambeaux. Si vous voulez, moi je suis un flambeau entre les 6 d'avant et pour la 8e, qu'elle soit familiale ou pas, j'espère qu'elle le sera, mais en tous les cas, voilà, on est un flambeau. Donc si vous voulez, on est garant. On se doit d'être garant des savoir-faire dont on a hérité, et on doit tout faire pour les transmettre. Alors, cela étant dans un cadre économique, moi je veux dire, je gère pas un musée, donc il faut que ça fonctionne. Bien sûr. Mais ça c'est vraiment la base de mon quotidien en permanence. C'est tout ce qu'on doit faire pour développer la société, qu'elle soit évidemment économiquement rentable, mais en même temps d'être garant de tout ce dont on a hérité et comment les amener vers demain, aujourd'hui et demain. Mais quand vous avez ça, je veux dire, c'est comme des gens qui ont un château. C'est qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir le garder, l'entretenir, vous voyez, et l'amener vers le futur. Ouais. Donc délocaliser, ça nous a. Je peux pas garantir qu'on pourra toujours fabriquer en France. Alors j'ai plus de certitude aujourd'hui qu'il y a 10 ans où je pouvais plus facilement dire je fais tout pour, mais est-ce qu'on pourra continuer? Ouais.
Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de doutes. Mais c'est juste dans le sang, si vous voulez. C'est quelque chose qui est... Quoi, je veux dire, vous mangez parce qu'on doit manger pour... Bah, nous, c'est cette nourriture qui nous fait vivre. Donc, c'est une évidence de tout faire pour cela. Et à quel moment vous vous êtes dit que le pari était gagné, que vous aviez fait le bon choix de rester en France, de vous ouvrir au marché des particuliers Je pense déjà qu'on a vu quand vous voyez, je vous parle de 10 ans pour passer de 80 quoi, vous voyez 80 grand public, 80 pros, ça veut dire que ça a déjà commencé assez vite. C'est-à-dire que je pense que j'ai un souvenir que quand on a commencé à faire Maison Objet, on a vu l'engouement tout de suite. Dans les 4-5 ans, bon, c'était gagné. Mais en parallèle, ça a commencé, moi, à me créer de la frustration. On va dire, voilà, vous voyez, au bout d'une dizaine d'années, d'être moins présente sur le marché du professionnel. C'est-à-dire que ça a permis de crédibiliser, de renforcer et de s'assurer que la qualité des produits, elle est toujours la même, qu'on fabrique toujours en France, mais en devenant, au bout d'une dizaine d'années, 80% grand public, ok, on avait une partie de chef. Au fil des années, j'avais l'impression je perdais une autre forme d'identité qui est notre marché d'origine, qui est le professionnel. Donc, acquis, alors, j'aime pas ce mot-là parce que rien n'est acquis, donc jamais. Mais d'avoir la certitude, ça y est, qu'on a notre place et qu'on est un acteur majeur sur le marché du grand public, oui, au bout de 4-5 ans. Bien sûr. Et justement, sur vos relations avec les chefs, comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que ils influencent vos produits ? Est-ce que vous faites du sur-mesure ? Ça, je crois que oui. Parlez-nous de ce marché-là, en fait. Alors, en fait, quand on a réattaqué vraiment volontairement les chefs, vous pouvez imaginer que pendant 20 ans, il y a des chefs qui m'ont même remercié de revenir. Donc, c'est quand même déjà hyper agréable à entendre. Vous nous avez manqué. Et beaucoup de chefs, alors soit certains connaissaient pas encore, évidemment, et puis beaucoup de chefs connaissaient que le cuivre, en fait. D'accord. Nous, mon père a lancé les multicouches inox, qui est maintenant notre gamme quand même majeure, et en 1995, dédié beaucoup pour Alain Ducasse et Joël Robuchon, d'ailleurs, c'est des chefs qui cuisinent dans ce multicouche inox, donc depuis, vous voyez, plus de 25 ans. Et en fait, ça a été vraiment un parcours en premier de faire redécouvrir Mauviel ou de faire connaître Mauviel auprès des chefs. D'accord. Donc, ça a été entre autres les multicouches inox, parce que la raison pour laquelle on avait quitté volontairement le marché du professionnel, c'est parce que les chefs ont été investis de produits en inox avec des fonds rapportés. Nous, on est sur du multicouche. D'accord. Ce qui est vraiment l'identité de Mauviel. Il y a les matières, aluminium, cuivre, inox et tôle noire, mais c'est aussi les multicouches. D'accord. On ne fait rien avec des fonds rapportés, qui est quand même la majorité des produits. Donc les chefs, ça a été déjà de les éduquer ou de les rééduquer sur ces multicouches. Et ensuite, c'est passé aussi au même moment, on le voit depuis une petite dizaine d'années, le retour du service en salle, qui est l'origine de la gastronomie. Ça, tout à fait, oui. On n'a rien inventé. Moi, quand j'ai intégré la société en 92, on avait une gamme qui s'appelait Pour la table. Tout ça, ça a disparu pendant 20 ans pour le service en assiette. Ouais, absolument. Ça aussi, ça a disparu. Donc, il faut savoir que les chefs, il y a plus de 30 ans, achetaient une batterie pour la cuisine. Donc, si on est en cuivre avec une monture fonte, et acheter l'équivalent, donc le double, en cuivre monture bronze pour le service en salle. En salle, oui. Ça, tout ça, ça avait disparu aussi. D'accord ? Et là, ça revient. Et là, ça revient. Donc c'est vraiment éduquer, rééduquer, réinjecter des produits qui étaient existants. Et ce que l'on fait depuis 4-5 ans, parce que c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup communiqué auprès des chefs, et c'est un gros sujet encore qu'on a à faire maintenant en termes aussi de communication, c'est donc le sur-mesure. Et pourquoi le sur-mesure ? C'est parce que pour moi, c'est une façon aussi de garantir la continuité de la chaudronnerie, de la dinanderie. D'accord. À la base, c'est ça. Donc, c'est pour ça que quand je vous dis, c'est vraiment la ligne directrice, c'est les savoir-faire, comment on fait pour les pérenniser, les transmettre. C'est qu'est-ce que je vais apporter comme modèle économique sur ces savoir-faire pour pouvoir aussi les transmettre et les pérenniser, les transmettre. Le sur-mesure vient de cette approche. Donc, on a créé d'ailleurs une école pendant 1 an de formation en interne de jeunes pour qu'ils soient chaudronniers. Il y en a un qui est resté. Et donc, on a commencé à faire du sur-mesure. À la base, j'avais commencé parce que c'est un chef qui est Jean-François Piège qui m'avait demandé de revisiter une fondue.
Ok. Et c'est là que je me suis dit, bon là par contre, là, ça y est, j'ai atteint mes limites, parce que moi, je suis pas designer. Donc, j'ai commencé à travailler avec un designer, et aujourd'hui, on en a un qui est intégré chez Mauviel. D'accord, en interne. Qui est en interne, et qui est spécifiquement en lien avec les chefs. D'accord. Donc, il y a vraiment la demande de chefs sur des produits qu'ils veulent développer. Là, les derniers produits qu'on a fait énormément, c'est pour le cheval blanc, donc à Paris. Oui. Donc là, il y en a encore 2 en développement. On en a un pour Mauro Coragleco. Il y en a un, quoi, vous voyez, il y a beaucoup de produits. Alors là, on est vraiment sur du sur-mesure absolu. Donc ça peut être une pièce, 10 pièces, peu importe. D'accord. C'est fait à la main. Ok. Et ensuite, on a développé une gamme plus design, qui s'appelle Collection Savoir-Vivre, d'objets pour la table ou la maison, qui est la troisième, le troisième univers vers lequel Mauviel va se développer. D'accord, c'est intéressant. Mais ce que je vous dis, c'est que ça a permis de se reconnecter avec les chefs, de aussi réintégrer un service, je dirais des règles de la gastronomie française qui existaient il y a 30 ans et qui reviennent. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est Mauviel quelque part qui a contribué au retour de cette tendance du service en salle, des plats à partager, etc. Ou non, je pense que c'est beaucoup d'acteurs au même moment et au bon moment. C'est un ensemble de choses. Je pense que oui, le fait de dire que Mauviel peut continuer à fabriquer des produits sur mesure à la demande, ça, je peux vous dire que ça a créé une caverne d'Ali Baba, le sapin de Noël pour les chefs. Donc ça, c'est un pan. Mais au même moment, il s'est passé aussi autre chose, c'est que les chefs souhaitent aussi remettre leurs équipes en avant. C'est-à-dire que les chefs ont été starisés, ils en ont, ils en sont. Ils sont allés au bout du. Voilà, du et jeu. puis ils remettent, évidemment, ils en sont ravis. Mais il y a eu envie de remettre les équipes en avant, de montrer que, voilà, un chef, c'est aussi ses équipes, comme moi, c'est aussi mes équipes. Donc, il y a eu cela. Et puis, il y a aussi eu quelques restaurants, dont un spécifiquement, là, qui est maintenant la chaîne Big Mama, qui, à la base, a vraiment réintégré un produit sur la table, mangé dedans. Et ça a aussi influencé pas mal de chefs. Je veux dire, nous, on a travaillé avec eux à leur demande, quand ils avaient encore un restaurant sur Bordeaux, je crois, en tout cas avant de venir sur Paris, qui est de manger dans un plat à sauter. Et je crois qu'eux aussi ont influencé ça. Et puis il y a beaucoup de cultures différentes aussi, internationales, qui ont toujours eu aussi des produits sur la table. Donc je pense qu'aussi la gastronomie française, depuis 20 ans, s'est ouverte de plus en plus aussi aux autres cultures gastronomiques du monde. Donc c'est vraiment, je pense que chacun est acteur de cette évolution-là. Mais il est clair que nous, en tant que fabricants, c'est clair qu'on est pratiquement le seul au monde, j'en connais pas d'ailleurs, qui fabrique des produits sur mesure et qui sont capables de s'adapter à l'identité d'un chef et de fabriquer des produits pour eux. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, c'est que vous travaillez aussi bien pour Alain Ducasse que pour Big Mama, qui sont pas du tout le même style de restaurant, de cuisine. C'est aussi ça, savoir rester dans la tendance. Exactement. C'est être capable de parler à des chefs peut-être même de bistronomie ou autre. Mauviel, c'est vraiment parce que on a, je sais sûrement pour beaucoup une image un peu haut de gamme, tout à fait. À côté inaccessible, et vraiment moi ma volonté, c'est vraiment de toucher le maximum de personnes, je dirais professionnels ou particuliers, passionnés par la cuisine. Et pour moi, c'est pas lié à un pouvoir d'achat. Évidemment qu'il y a des gammes, mais c'est pour ça qu'aussi, depuis que je gère la société depuis 2006, j'ai développé énormément de gammes, toujours sur les mêmes critères de qualité, pour essayer de toucher un panel différent de pouvoir d'achat. Parce que pour moi, la qualité, j'irais même complètement à l'inverse, elle se doit d'être encore plus importante pour des gens qui ont un pouvoir d'achat plus limité. Parce que plus votre produit va être qualité, plus il va durer. Et donc vous aurez pas à le racheter. Moins vous aurez à racheter. Exactement. Et donc c'est vraiment, pour moi, capital. La qualité, par contre, quand on dit elle peut être à bas prix, c'est pas vrai. C'est quand même un minimum de prix. Mais c'est clairement un investissement. Il faut essayer d'avoir un panel de prix le plus large possible.
mais c'est un investissement pour la vie. Mais il y a aussi un autre élément dans le développement des produits sur mesure, quoi. Vous voyez, là, on parle de la table, mais il y a aussi la cuisson, quoi. Je veux dire, les odeurs et les évolutions. Quand vous me disiez comment, voilà, c'est aussi s'adapter aux évolutions des plats cuisinés. Vous voyez, la vapeur, des choses comme ça. Et là, c'est un partenariat que j'ai depuis 2014 avec un chef qui s'appelle Yannick Aleno, et qui, lui, est vraiment le chef qui connaît les ustensiles, qui sait d'où ils viennent. Comme il dit, ça n'a pas été pondu dans un arbre. Hein. Chaque forme a une utilité. Et c'est un chef qui vous dit juste simplement, voilà, la casserole est la continuité de la main du chef, comme le pinceau au peintre. Et c'est un chef avec qui vraiment que j'avais contacté parce que on a beaucoup de synergies communes, et on a encore à faire sur cette éducation, si vous voulez, sur l'importance aussi des formes et ce qu'est la cuisson. Donc et quand on parle de la table, c'est parce que aussi la cuisson commence de plus en plus depuis 3-4 ans à venir sur la table. Vous voyez, actuellement on travaille sur un barbecue de table. Pour pouvoir cuire sur la table. Il y a un produit qu'on a fait pour un chef que j'aime énormément, c'est Sangoon, voilà, à l'air du temps à Bruxelles. C'est un chef qui quand on fait des démos culinaires avec lui, il a son jardinier, parce qu'il a un potager, il y a 7 jardiniers. On lui a fait à sa demande un produit qui est un plumier à carottes pour cuire 4 carottes dans un plumier sur un petit réchaud où il met une bûche japonaise pour cuire la carotte devant le consommateur, mais parce que aussi le jardinier juste avant va venir expliquer d'où vient la carotte, comment, et voilà. Et ça, je dirais c'est des chefs qui ont une importance capitale parce que ils ont, de par leur histoire, leur éducation, de par, je dirais, l'héritage gastronomique, amène à faire évoluer la gastronomie aussi. Mais d'ailleurs, on se rend compte qu'effectivement, chacun, que ce soit les chefs ou le grand public, est de plus en plus attaché à la qualité des produits qu'on cuisine. Effectivement, l'étape d'après, c'est sûrement la manière dont on les cuisine, avec quels ustensiles, effectivement, quel type de cuisson, quelle forme est adaptée. On oublie, là, on parle beaucoup de l'aliment, et c'est important, hein. Mais moi je dis toujours que il y a pas de sens d'acheter des super aliments s'ils sont mal cuits, et donc pas dans le bon, et puis pas dans le bon ustensile. Comme je vous disais, voilà, Yannick Aleno va vous dire ce à quoi sert un plat à sauter, une poêle, bon ça c'est basique pour tout le monde, mais une casserole, etc. C'est des choses qui sont pas ils sont pas venus de rien. Nous, on en hérite chacun quand on sait une casserole, etc. Mais ça a été créé spécifiquement pour une utilité. Et donc, vous ne pouvez pas bien, je dirais. Moi, je dis nous, Mauviel, on est basé sur le bien fabriqué, donc la production, le bien cuire et le bien manger. Donc on allie, nous, les chefs, les producteurs de food, vous voyez, d'aliments, et la fabrication des produits. Et vous allez pas bien manger, bien cuire si vous n'avez pas le bon ustensile. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument de plus en plus intégrer, parce que on a la recette, on a l'aliment, mais on oublie l'ustensile. Et c'est un trio. Alors après, évidemment, et donc la main, donc la recette, vous voyez, la technicité professionnelle ou particulier. Mais l'ustensile est juste majeur. Et je le répète, les chefs, s'ils achètent du Mauviel, c'est pas juste parce que c'est beau. C'est que vraiment, il y a une utilité majeure. Majeure. Et si vous deviez citer votre produit le plus vendu, qu'est-ce que c'est ? À la fois sur le marché grand public et sur le marché professionnel. Est-ce qu'il y en a un ? Je dirais... alors, en termes de quantité et en termes de demande, c'est la poêle. D'accord. C'est impressionnant. Le grand public est demandeur de poêles de qualité. Je vais vous dire pourquoi, sans citer certaines marques de grande distribution. La poêle est quelque chose qui est utilisé tous les jours. Oui, c'est vrai. Et donc la plus utilisée. Et actuellement, puisqu'un consommateur, et les chefs, ça y est, l'ont bien compris aussi, même des acheteurs, on va dire, de groupes hôteliers, eh bien, si vous voulez, dans cette nécessité de bien consommer, de réutiliser et de conserver le plus longtemps possible, la poêle est quelque chose qui, à une époque, les chefs en jettent en moyenne je ne sais combien par mois. Moi, quand j'ai intégré la société en 92, les poêles, on appelait ça des consommables.
c'est complètement improbable aujourd'hui Ouais. que je puisse dire que nos produits sont des consommables. C'est Mais c'était le cas. On appelait des consommables. C'est-à-dire qu'on savait que quand les chefs achetaient, ça durait 1 mois. Et je vous parle de nos produits, hein. Alors, je vous parle pas d'autres. Oh hein. là là. Et je vois le grand public, puisqu'on a une boutique à l'usine à Villedieu, c'est pratiquement 8 sur 10. Les gens qui veulent commencer avec notre marque, c'est les poils. On en a marre des poils thé, j'irai pas plus loin, qu'on jette au bout de 2 mois, voilà. Parce que, ils se rendent compte que, déjà, ils ont pas envie de jeter, donc éco-responsabilité. Et puis, ils font un petit calcul, hein. Ils se rendent compte que peut-être la poêle, ils vont l'acheter 20, 30 euros, mais, et les chefs, ça y est, c'est flagrant. Même des acheteurs, ils vont être prêts à investir. Donc, c'est la poêle. Est-ce qu'il y a une rencontre décisive dans votre vie? Je dirais, là, je vais redevenir industrielle, mais quand vous me posiez la question, si à un moment qu'on avait changé de marché, vous voyez, est-ce que ça y est, j'étais sûre du pari, etc. Quand je vous disais que moi, ma ligne directrice tous les jours, c'est de tout faire pour rester en France, fabriquer, etc. On est fabricant à la base. Après, on peut devenir, je dirais, inspirationnel, etc. Mais on est fabricant. C'est la rencontre avec un homme qui s'appelle Jean Éveillard et avec qui j'ai fait 2 réorganisations industrielles. D'accord. Et qui a, entre autres, validé ce que je pensais, que on pouvait toujours fabriquer en France, être vraiment rentable et être encore plus productif dans le bon sens du terme. D'accord. Et de conserver nos savoir-faire tout en se modernisant et améliorer des process. Je pense que si on n'avait pas pu faire ça, et donc si j'avais pas rencontré cet homme-là, qui à la base m'avait été présenté pour faire du coaching, et je lui avais dit j'ai peut-être sûrement besoin de coaching, mais comme j'avais vu qu'il était aussi consultant industriel, j'avais dit par contre là j'ai besoin plutôt de ça. Et je lui avais fait visiter l'usine et je l'ai vu au regard de ses yeux que c'était pour lui pareil, une caverne d'Ali Baba, parce qu'il y avait énormément de choses à faire, mais tout en ne mettant pas un robot, tout en conservant les savoir-faire, mais en pouvant être encore, en gagnant des gains de productivité. D'ailleurs, le travail que j'ai fait avec lui, j'ai commencé en 2010, on a gagné entre 30 et 40% de gains de prod, ce qui est loin d'être, c'est pas anodin, oui. Qui est loin d'être anodin. Ouais. Et on a toujours des hommes et on n'a pas de robots. Donc, pour moi, c'est une décision assez majeure parce que ça a conforté ce que j'ai toujours pensé, même avant de l'intégrer. Ouais. Et quand vous me parliez des 10 ans avec mon père et mon oncle, c'est ce que moi j'avais en tête, parce que mon père c'était quand même son domaine où je pouvais pas trop y aller. D'accord. Donc je travaillais un peu en parallèle pour la production et ça a conforté tout ce que je pensais. Et j'aurais pu me tromper. Donc voilà, c'est pour moi une décision assez majeure parce que aujourd'hui on continue aussi le travail qui avait été mis en place avec ce monsieur. D'accord. Tous les jours. Et quand on est justement la 7e génération, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir innover, continuer à inventer l'histoire de la maison sans pour autant avoir l'impression de jeter ou de renier? Ouais. Je pense qu'il faut très bien connaître l'histoire et les savoir-faire que vous voulez préserver. Déjà, je crois qu'il faut avoir une connaissance parfaite de la cartographie des savoir-faire que vous voulez préserver. Et à partir de là, quels sont les produits qu'on peut y associer pour pouvoir continuer à les faire travailler. Et lié à cela, l'évolution du marché. Comme je vous disais, aujourd'hui, on fabrique majoritairement des multicouches inox. Oui. Alors, il n'y a pas une grosse différence avec le cuivre, hein, mais on a toujours autant de cuivre aussi, hein, mais c'est quand même le multicouche inox. Et une des raisons pour lesquelles j'ai développé le multicouche inox, c'est pas simplement une raison économique, parce que le cuivre, c'est 5% du marché mondial, hein, donc on est quand même sur une niche. On est presque seul, certes, mais ça reste une niche. Si vous voulez préserver économiquement la société à la développer, j'ai toujours su que ça allait pas être que sur le cuivre. Et en étant que sur le cuivre, ça ne permettait pas de faire évoluer aussi l'image de Mauviel, qui aurait pu être limitée à une image un peu trop traditionnelle, même si le mot traditionnel a tout son sens, il est beau, hein, mais pour certains, des fois, c'est pas, bon, je pense que ça aussi, ça évolue. Donc, ça a été de développer l'inox. Et un jour, un gars dans l'usine me dit, Valérie, on a un peu peur, parce que on fabrique de plus en plus d'inox, mais est-ce qu'on va continuer à fabriquer du cuivre? Et je lui dis, vous savez, une des raisons pour lesquelles je développe aussi l'inox, c'est pour pouvoir préserver la fabrication du cuivre. Ouais. Parce que si économiquement on se développe pas sur l'inox, et qui est important aussi,
on pourra pas préserver Bien sûr. non plus cela. Donc en fait, c'est qu'est-ce que vous devez préserver et qu'est-ce qu'on y injecte en termes de développement économique de la société, d'évolution aussi culinaire. Bien sûr. Par exemple, on a lancé notre gamme induction cuivre il y a 2 ans, pas parce que j'avais envie de me faire plaisir, c'est parce que c'est le développement des plaques induction. Tout à fait. Donc si Moviel doit évoluer, vous voyez, pouvoir être toujours un acteur incontournable sur les ustensiles de cuisson, on doit être aussi sur le cuivre et ayant une gamme induction cuivre. À partir du moment où vous avez la volonté absolue de vouloir préserver tout ça, vous phosphorez en permanence pour savoir comment préserver cela, mais en ayant une règle absolue, c'est que à la fin de la journée, c'est des chiffres. Moi, je gère une société, pas simplement une famille. Non. Quand une famille, une histoire familiale, vous voyez. Et pour finir sur cette partie, est-ce qu'il y a des projets ou une actualité que vous auriez envie de partager avec nous? Alors, on a toujours le renforcement là de l'induction cuivre, parce que ça a commencé il y a 1 an et ça y est, ça commence vraiment à prendre. On a toujours le renforcement. Alors en fait, vous l'avez sûrement compris, la Moviel est vraiment issue de la cuisson. C'est, je dirais, la planète cuisson. C'est vraiment toujours à développer la table encore plus, donc avec encore plus de produits qui sont plus grand public pour la table, pas simplement le professionnel. Et la société là s'oriente de plus en plus vers le home, le lifestyle, la maison. Ok. Intéressant, ouais, ça. Et donc en fait parce que la cuisine aujourd'hui, même comme dans un restaurant, elle est juste une pièce majeure de la maison. Ouais. Donc c'est pas simplement avoir des jolis produits si vous voulez dans la cuisine, des jolis produits, je veux dire visuellement, n'oubliant jamais que ils sont capitaux pour bien cuisiner, mais c'est aussi de commencer à dériver les produits Moviel de par les matières que l'on fabrique vers la maison. Et donc au mois de juin par exemple, on lance une collection outdoor à travers nos matières, donc de l'alu martelé, en l'occurrence pour des pots pour des plantes, mais ça peut être aussi des pots d'intérieur, ça peut être des bacs pour les bûches, mais qui permettent de mettre en avant la matière, et ce sont des produits fabriqués à la main, et donc qui permettent aussi d'injecter des produits de qualité aussi dans la maison. D'accord. Donc c'est vraiment la ligne directrice vers laquelle on tend, parce qu'on a aussi des demandes de vouloir commencer à dériver les matières que l'on travaille dans la maison. Par exemple, on l'avait fait déjà une fois, un pot d'accessoires pour la cuisine qui avait été fait d'ailleurs par mon dernier fils, accidentellement, parce que il adore aller à la chaudronnerie. Et il a fait accidentellement un pot qui en fait m'a été demandé par les grands magasins. Donc c'est le pot d'ailleurs by Elliott. Et ça a été un peu le début, et on s'aperçoit que on commence, comme on le fait d'ailleurs chez les chefs actuellement, on a en cours le développement d'un produit pour le champagne qui est vraiment lié. Je veux dire, le chef, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne des planches de coloris et de finition de matière. Donc le cuivre, l'alu, du cuivre poli, du cuivre mat, du cuivre vieilli, du martelé, pas martelé. On travaille d'abord avec le chef sur des planches comme fait un architecte d'intérieur. Parce que ce produit doit s'intégrer dans l'art de vivre et dans l'identité visuelle du restaurant. Ça va être pareil pour la maison. Donc c'est vraiment Moviel beaucoup plus vers home, lifestyle, la maison. Mais comme d'ailleurs dans les cuisines souvent qui aujourd'hui, que ce soit de restaurants ou chez les particuliers, qui sont de plus en plus ouvertes sur le reste sur les pièces à vivre. Exactement. Nous on avait fait ça de façon c'est pas quelque chose qu'on développe volontairement, mais par exemple Yannick Aleno a une boulangerie au pavillon de Loyen, on lui a fait ses murs en cuivre avec des frisettes. Bon voilà, je crois qu'il y a aussi une appétence sur les cuivres, sur les matières, parce que c'est des matières nobles, mais dans le bon sens du terme, qui réchauffent, qui ont une histoire, qui rassurent. Et donc je pense que les objets aussi, beaucoup de gens ont un peu moins envie de plastique, de choses, vous voyez, qui vont pas rester. Donc c'est quand même on commence là dès le printemps, printemps-été avec le outdoor, et en septembre, ça va vraiment être lancement de Moviel et la maison. Bon, on a hâte de voir ça. Voilà. Valérie, on va passer à la deuxième partie de l'interview, consacrée aux femmes et à leur place dans le monde de la gastronomie. Première question, est-ce que, selon vous, le fait d'être une femme a eu une incidence sur votre parcours professionnel? Oui, à 400%.
Ouais, parce que c'est avec ses côtés positifs et négatifs. Donc, oui, totalement. Le dire de façon générale, on a toujours... Une femme a toujours encore des preuves à faire. Tout à fait. Donc, on l'attend toujours... au tournant. Donc, je pense qu'en plus, comme moi, j'ai repris la société. Vous pouvez imaginer dans un monde industriel, fabricant, où à l'époque il y avait quand même énormément d'hommes là je parle vraiment dans l'usine, quoi, dans la fabrication, parce que les femmes ont toujours été à l'emballage. Donc c'est le côté très tradit. Genré des métiers. Voilà, mais il y avait pas du tout de femmes dans l'usine. Pour des raisons relationnelles avec mon père, j'allais pas beaucoup dans l'usine, donc vous imaginez la fille d'eux, parce que ça c'est juste pas un détail, la fille d'eux n'ayant aucune connaissance technique, n'étant pas ingénieur, ou bon, peut-être ça aurait aidé, ou pas pour aider, peut-être, moi je sais pas. Donc si vous voulez, les 2 premières années, faut vraiment prouver que vous avez que vous pouvez avoir une place. Donc ça, évidemment, ça change tout, parce que je pense que quand en plus les femmes sont beaucoup moins, je dirais, ont moins d'ego de façon générale, donc sont plus dans la discussion, dans l'ouverture, dans l'échange. Donc dans un milieu d'hommes qui est plutôt habitué où on doit un peu à une autorité, voilà, l'autorité, si on a de l'autorité que si on gueule, entre guillemets, si on le fait pas. Moi j'avais un chef d'atelier, il m'a dit vous allez droit dans le mur, hein, parce que vous n'hurlez pas, vous écoutez, vous êtes à l'écoute. Ça veut pas dire qu'écouter, on sait pas où on veut aller, hein, mais ça change beaucoup ça aujourd'hui, tant mieux, mais écouter, c'est un peu plutôt un signe de faiblesse. Donc dans un milieu industriel où mon père était quand même quelqu'un de très charismatique, en plus réparant une machine, à créer des outillages, quoi. Je veux dire, vous remplacez quelqu'un qui, bon, dans l'usine, il y a rien à dire, quoi. Bon voilà, donc il faut prouver que vous êtes différente. Vous êtes certes la fille d'eux, hein, moi on me l'a dit, moi j'ai des amis d'enfance qui travaillent dans l'usine et qui m'ont dit, je vais vous dire, il y a pas plus tard que il y a l'année qui vient de s'écouler, qui m'a dit qu'à Villedieu, en plus voilà, on est une petite ville de 5000 habitants, tout le monde était persuadé que j'allais planter la boîte au bout de 2 ans, parce que de toute façon déjà les enfants d'eux plantent une boîte. Voilà. Donc voilà, il faut le prouver, c'est tout. Donc oui, ça et ça change même encore aujourd'hui, tout le temps, en permanence. Je crois être une femme, c'est comment dire, c'est pas un sacerdoce quotidien, mais on n'est pas loin. C'est bien d'accord. Oui. Mais je pense que ça peut être très dur des fois. Mais tant qu'on y croit et qu'on croit au bienfait de ce que l'on peut apporter, et qu'on est dans un équilibre homme-femme et pas du tout dans une comment dire, un conflit où c'est tellement que du positif que ça permet vraiment de surmonter des fois des choses, bon, on pourrait oui. Et justement, chez Mauviel, est-ce qu'il y a, ou de manière générale dans votre environnement professionnel, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Est-ce qu'il y a des femmes? Oui, il y a beaucoup plus. Alors c'est pas une volonté pourtant de ma part, hein. C'est pas, voilà, comme je disais, je crois foncièrement en l'équilibre homme-femme. Donc c'est pas une volonté de se dire il faut que des femmes, on fera que des femmes à gérer. Je sais que la première chose que j'avais faite, c'est d'essayer d'avoir des femmes dans la fabrication. Ça pour moi, alors ça a été compliqué au début parce qu'il y a aussi différentes typologies de femmes, hein, faut pas non plus se voiler la face. Donc ça n'a pas été évident, mais aujourd'hui, et c'est un vrai moteur pour les hommes qui, comme ils ont voilà, il y a un peu de la compète. Alors donc c'est souvent c'est un moteur assez constructif s'ils ont une femme en face d'eux. Aujourd'hui, oui, j'ai 2 managers qui gèrent l'atelier, dont une femme. D'accord. Et ça passe juste superbement bien avec les gars, parce que vraiment elle est à l'écoute, quoi, voilà, ce que je vous disais un petit peu, les côtés positifs, voilà, du caractère d'une femme. Et ensuite il y a des femmes aussi à fabriquer des produits. D'accord. Ça qui n'existait absolument pas avant.
Et puis il y a aussi notre directrice RH, bon ça c'est plus sûrement classique, mais bon c'est une femme. Et dans les bureaux, bon on est aussi beaucoup plus nombreux en administratif que quand moi j'ai repris en 2006. Oui. Hein. Et c'est quand même beaucoup de femmes. Notre acheteuse, c'est quoi, la directrice des achats, c'est une femme. Donc vous voyez, il y a quand même des femmes à des postes aussi de management, de direction. Super. Mais c'est Ça pas fait une plaisir à volonté entendre. de ma part. Après, je pense qu'inconsciemment, C'est ça en fait, c'est je pense qu'il y a des choses où il y a sûrement plus de synchronisation, mais et la mixité apporte aussi mon des directeur, choses, le DAF, qui est vraiment un de mes bras droits le plus important, est un homme, mais qui a une sensibilité féminine. Ah. Donc, qui adore la cuisine, qui est de ces générations d'hommes qui sont aussi pour l'équilibre. Ok. Vous voyez, voilà. Mm. Donc, Et vous qui côtoyez beaucoup de chefs, comment est-ce que vous percevez la place des femmes dans le milieu, pour le coup, de la gastronomie? Est-ce que vous voyez une évolution? un petit peu, mais c'est pas non plus flagrant. Ça reste quand même hyper minoritaire. Je veux dire, comme nous d'accord. dans l'industrie, hein, c'est, je veux dire, une réunion de la métallurgie, on va pouvoir prendre le thé ensemble. Hein. Mais donc voilà, maintenant, c'est pas des métiers qui sont faciles non plus. Hein. Moi, je veux pas absolument dire que on empêche les femmes d'eux. C'est aussi il y a aussi d'autres choses des fois à gérer. Moi, voilà, donc des fois c'est pas toujours évident. Mais je pense qu'elles ont pas. Il y a encore vraiment des places à prendre. Et je pense. Après, je suis pas toujours sur une notion de quantité. Parce que je pense que des fois il y a des femmes où c'est pas évident de tout gérer. Des fois, en plus il y a des femmes qui sont beaucoup sur des structures monoparentales aussi des fois. Hein, donc il y a beaucoup. Je parle pas simplement, vous voyez, de l'équilibre homme-femme pour gérer d'autres choses en dehors du travail. Hein, mais je pense qu'il y a encore pas assez de prise de parole des femmes. Ouais. Je crois que c'est surtout ça moi qui m'importe et dans un sens de montrer vraiment cet équilibre nécessaire. Enfin, pour moi, c'est même pas qu'il fonctionne, c'est qu'il est nécessaire. Qu'il a beaucoup à apporter. Pour le monde à tout niveau, hein, quoi, la planète dans toute catégorie, à avoir cet équilibre homme-femme. Pour moi, c'est quelque chose, à travers mon travail, me permet d'essayer de défendre ça, parce que c'est pas juste pour qu'on ait de la reconnaissance. C'est que vraiment, c'est pour moi nécessaire dans la gestion de différents sujets auxquels on a à faire face, de façon, je parle globale, hein, pour la société, que ce soit des discussions hommes-femmes. Donc dans le monde de la gastronomie, elles sont encore très peu, et elles doivent avoir encore plus la parole, parce que quand j'en vois certaines dans les cuisines, comment elles gèrent la brigade, comment elles sont à l'écoute, quoi, je m'y retrouve moi quand je les vois. Ça permet aussi de tellement pérenniser des jeunes qui sont passionnés par ça et qui des fois abandonnent parce que c'est des fois trop dur, vous voyez, de travailler dans certaines brigades. Il doit avoir plus de prise de parole. Bien d'accord. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme qui nous écoute, qui serait inspirée par votre parcours, peut-être un conseil qui fait un peu le bilan de votre propre expérience? Je crois ne jamais abandonner de ce en quoi vous croyez. Donc je crois que un chemin il est jamais facile. À partir du moment où on sait ce qu'on veut, qu'on en a envie, parce que vous voyez dans mon cas, on pourrait se dire ça a été facile, il y avait déjà une société, je savais ce que je voulais, etc. Évidemment que je vais pas m'en plaindre, mais vous avez face à d'autres choses. Bien sûr. Vous voyez, travailler avec une famille, prouver la fille d'eux, etc. Je crois que chacun a des choses à se confronter. Mais à partir du moment où vous savez que c'est ce que vous voulez faire et que votre vie, elle sera juste belle parce que vous faites ce que en quoi vous croyez, faut toujours foncer et ne jamais abandonner quoi qu'il arrive, même si c'est dur, même si voilà, c'est jamais trop facile, mais je crois que si on sait foncièrement que la vie pour moi, elle est vraiment, elle ne peut être que belle quand on fait quelque chose qu'on a envie de faire et qui nous fait lever le matin. Peu importe le job. Moi, j'ai un enfant qui veut devenir plombier, si c'est sa passion, on y va. Moi, je sais qu'un de mes moteurs, parce que j'ai eu cette chance-là, c'est d'essayer d'aider les gens à être passionnés par quelque chose, qui trouvent leur voie. Quand ils l'ont trouvé,
Ça veut pas dire que c'est facile, mais en tous les cas, c'est une chance extrême. Il y a quand même Ouais. énormément de gens qui font pas quelque chose qui leur plaise. Ouais. Mais sûrement qu'au fond d'eux-mêmes, il y a peut-être un petit truc qui... Et puis pour différentes raisons sociales, d'image, je suis pas en train de dire que c'est facile pour... Il y a Non, des non, gens, bien sûr. ils pourront peut-être pas le faire, vous voyez, pour des raisons aussi économiques, etc. Mais à partir du moment où vous le savez, faut y aller. Mm. Parce que la vie, quand même, globalement, elle se résume à, elle se résume à ça. Après, si Ouais. on peut avoir beaucoup de choses en plus autour, tant mieux. Mais elle se résume à ça. Quand on se lève le matin en faisant quelque chose qu'on a envie de faire, c'est juste un luxe, hein. Ouais. Pour finir sur ce sujet... Et puis d'échanger, je dirais de pas hésiter à parler. Vous voyez, s'il y a des gens, des fois, de pas hésiter à échanger et de partager des expériences avec d'autres. Je pense qu'il faut, parce que quand on est sur un chemin comme ça peut être des fois compliqué intérieurement. Vous voyez, on peut être beaucoup à se poser des questions, et de pas hésiter à parler. Et je crois qu'aujourd'hui, en tant que femme, il y a quand même beaucoup de femmes qui sont sur ce principe-là aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités d'être aidée, d'échanger qu'il y a quelques années. Pour finir sur ce sujet autour des femmes, est-ce qu'il y a des femmes qui ont particulièrement compté dans votre parcours, que ce soit des femmes avec qui vous ayez travaillé ou peut-être des grandes figures inspirantes? Alors, moi je dirais, on me demande souvent pourquoi j'ai toujours voulu, par exemple, travailler dans la société ou en premier ma grand-mère, qui est donc une Mauvielle, qui a jamais travaillé directement dans la société, parce qu'à cette époque, les femmes géraient la compta et choses comme ça, mais elles étaient un peu en backstage. Mais c'est une femme qui m'a toujours, je pense, inconsciemment inspirée. Et ensuite, particulièrement, je suis pas après mono, voyez, je dirais femme ou homme, mais qui m'est vraiment après motivée à, je pense après c'est plus peut-être après dans la politique, parce que je pense que c'est là que les messages ont commencé à, vous voyez, l'évolution pour les femmes ont commencé, donc des femmes, non pas particulièrement une personne, mais c'est sûr que des femmes comme Simone Veil, vous voyez, comment dire, Halimi, vous voyez, c'est des femmes quand même qui ont d'abord impulsé. Moi, je dis à l'inverse aujourd'hui, c'est le terrain qui doit impulser pour que les politiques changent. Mais je pense qu'à ces époques-là, ça devait quand même, ça passait quand même par la politique pour changer les sociétés. Donc, je pense que c'est plutôt des femmes, plutôt dans la politique, moi, des femmes comme Simone Veil, en l'occurrence, c'est quand même elles qui ont déclenché, qui ont changé le début de la liberté des femmes, et il y a beaucoup de choses ont suivi derrière. On va passer à la dernière partie de l'interview, le questionnaire Girls in Food, des questions pour mieux vous connaître. Est-ce que vous avez un coup de cœur food récent? Alors ça peut être un plat, ça peut être un lieu, ça peut être un livre, ça peut être un vin, ça peut être ce que vous voulez. Alors, avec la crise sanitaire, les lieux sont absolument impossibles. Donc, pour moi, ça a été le livre de Guillaume Gomez, À la table des présidents. Déjà parce que j'aime énormément la personne en tant que telle, par rapport à tout ce qu'il fait aussi de façon caritative pour les associations. Et donc j'ai eu son livre. Et je pense que ce livre résume un petit peu le début de notre conversation sur les traditions, les savoir-faire, les recettes. Je veux dire, il y a des recettes, et il y a aussi les formes des ustensiles. Donc, c'est le livre de Guillaume. Est-ce qu'il y a un plat qui résume votre enfance? Moi, je dirais deux quand même. Deux. Parce que un qui est très méditerranéen, qui est lié là à l'histoire de mon père. Donc ça va être le plat paella, ou on va dire les boulettes marocaines. Et un autre dont vous aviez donné la recette au monde. Exact. Parce que mais fait par ma mère qui est normande. Donc voilà, c'est un beau mélange. Voilà, un beau mélange. Et la deuxième recette, c'est ce que j'avais dit vous dire tout à l'heure, c'est la langue de bœuf. Voilà. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié? Je pense que c'est le premier déjeuner que j'ai fait dans un restaurant gastronomique et qui était au Crillon à l'époque où Jean-François Piège, que c'est Jean-François Piège que j'ai connu en premier. D'accord. Et j'ai souvenir d'un repas et en plus la chance de manger dans la cuisine à l'époque. Et c'était un
un dessert dont je me souviens pas trop le nom, mais qui m'avait, quoi, vraiment, je pense que c'est le plat qui a dû sûrement le premier à vraiment m'éduquer sur au papilles, quoi, un truc de fou. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez? Oui, l'endive cuite. C'est-à-dire la recette de l'endive au jambon. Oui, c'est l'horreur pour vous. C'est l'horreur, et comme à l'époque, on avait obligation de finir les plats, souvent quand même, les enfants, j'ai vraiment un très mauvais souvenir. Est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo ou dans votre cuisine? Du parmesan. Quelle est votre recette fétiche, celle que vous faites tout le temps à la maison? Alors, peut-être des fois au détriment de mes enfants, quoi, ou en tous les cas d'eux, mais pour moi, un plat très simple et qui a en plus un souvenir de moments partagés avec mes enfants. J'en ai 3. Quand ils étaient plus petits, on se faisait tous les 4, on va dire, un peu plateau télé, vous voyez, devant une émission. C'est vraiment un plat tout simple, c'est des très bonnes pâtes, peu importe les pâtes. Alors maintenant, au blé, je me suis rendu compte qu'au blé bio, voilà, c'est beaucoup plus goûteux et je les digère mieux. Avec un très bon parmesan, une très bonne huile d'olive et un très bon jambon blanc. Voilà. Le mélanger et après le manger dans un bol, c'est aussi l'expérience qu'on a en le mangeant, quoi. Je veux dire, l'environnement. Et quand vous êtes en cuisine, qu'est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez la radio, de la musique? Est-ce que vous travaillez en silence? Alors, si je suis toute seule, quoi, cuisiner toute seule, ça va être en silence, parce que la cuisine, c'est un peu comme le jardin. C'est, je pense, les 2 moments où vraiment j'arrive à me vider la tête. C'est méditatif. Ouais. Donc, mais dans le bon sens du terme. Oui. Et, par contre, s'il y a des amis, voilà, ça va être plutôt à discuter avec eux et en buvant un verre de vin blanc. Le resto de votre vie, s'il n'en restait qu'un. Ouais, s'il en restait qu'un, parce que je voyage quand même beaucoup, donc j'ai eu la chance d'en voir quand même pas mal, mais un qui résume totalement ce que Mauviel est et ce que je suis. Donc, vous voyez, artisan, savoir-faire, tradition, modernité. C'est un lieu et un chef. C'est Rasmus Kofoed, le Géranium à Copenhague. D'accord. C'est l'homme, la philosophie, sa volonté, les plats évidemment, et son caractère. Vous voyez, quand vous me posiez la question sur donner un conseil, c'est quelqu'un qui sait exactement où il va, comment, mais tout en voulant préserver la tradition, mais en y mettant la modernité, mais aussi les savoir-faire des artisans de par le développement d'objets. C'est-à-dire que c'est un lieu, quand moi j'ai eu la chance d'y aller et d'y dîner, où je crois que j'ai été le plus fatiguée au niveau sensoriel, parce que c'est les yeux, le nez et la bouche, en permanence. Et c'est un chef homme, qui par contre a une philosophie en cuisine, qui est totalement... Bon, vous allez me dire, les pays du Nord sont... Très à la pointe sur les très à la pointe là-dessus, parité. Mais vraiment une écoute de sa brigade et un échange impressionnant, le silence. Et est-ce qu'il reste un restaurant que vous rêveriez de découvrir? Un resto qui vous fait rêver? Je pense il peut en avoir plusieurs, mais il y a un restaurant où j'ai pas eu du tout l'occasion de pouvoir y aller, parce que c'est le Noma à Copenhague, pareil. Et avec ce chef qui a aussi une vraie philosophie, qui a été au démarrage quand même d'une vraie philosophie des pays du Nord, et qui a quand même énormément influencé aussi quand même la gastronomie française, et remettre en cause la gastronomie en français dans le bon sens du terme, qu'en tous les cas rien n'est acquis, voilà, et dans lequel j'ai jamais pu aller, voilà. Donc c'est un lieu et aussi un chef que j'ai jamais eu l'occasion non plus de rencontrer. Voilà. Dernière question de cette interview. Quelle femme souhaiteriez-vous entendre au micro de Girls in Food dans un prochain épisode? Si c'est une femme dans le milieu de la gastronomie, d'accord. Donc je dirais Claire Smith. Oh, super. Chef récemment si vous voulez interviewer Claire Smith, qui vient d'être triplement étoilée, qui est Mauviel depuis des années, qui ouvre d'ailleurs un restaurant en Australie qu'on équipe. Okay. Et là, je viens de lui envoyer des produits aussi pour Londres, dont un produit aussi poinçonné à ses initiales avec les 3 étoiles, parce elle met les produits aussi dans la salle du restaurant. En plus, elle aime beaucoup le coloris cuivre et ça. Et puis, c'est un chef ou une chef. Quand vous discutez avec elle sur sa philosophie de l'éducation, de la transmission et de comment on doit être avec sa brigade,
Très intéressant. Bon, merci de ce conseil, Je vous de cette conseille recommandation. énormément de l'interviewer. Un grand merci Valérie Le Guern-Gilbert. Merci à vous, c'était un À plaisir. bientôt. À bientôt. Un grand merci à Valérie Le Guern-Gilbert pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de Femmes Inspirantes.